Alors, parfois aussi, l'homme peut être présent, presque caché. L'homme, oui, mais justement, Bottan, ce qu'il a dit, c'est une présence, mais une absence. Je fais beaucoup de tableaux avec un personnage, c'est le même tableau sans les personnages à la Galerie du Beaubourg qu'avec Pierre Naon, j'avais fait des tableaux doubles comme ça, et des fois triples. Alors, il y a un objet, après il n'y a plus d'objet. Votre relation avec Keith Haring. J'ai connu Keith Haring chez un ami commun qui était le couturier Claude Montana, qui nous a quittés d'ailleurs l'année dernière. J'ai fait avec des mannequins. Et il y avait une soirée en son honneur. Des mannequins habillés. Et donc je l'ai connu. Oui, j'ai fait rarement. Alors, ce monde de la mode adore l'art. Mais comme Bertrand Boltanski, il dit, il y a des absences, il y a pas des cadavres. De l'art contemporain. Mais il y a des esprits. Ce monde de la mode aimé Keith Haring par des esprits de gens. Je pense que le monde new-yorkais et parisien, oui. Non, mais je pense pas que nous, après, nous, on a créé, on a lié une amitié qui est restée jusqu'au dernier jour de sa mort, malheureusement peu de temps, puisque j'ai connu Keith un peu moins d'un an avant qu'il nous quitte. On a une identité. Il vous a laissé un immense cadeau. Il dépasse, parce que comment on peut dépasser qui témoigne de sa vie. La fin du monde. Oui, tout à fait. Il y a eu une publication du journal intime notre Big Bang, comment on peut dépasser ça. Ce qui fait au jour le jour, et c'est vrai que moi j'ai découvert ça l'année dernière. En réalité, je n'avais pas vu le livre. Et c'est une galeriste américaine qui est complètement passionnée par Keith Haring, qui apparemment me recherchait pour savoir qui était ce fameux Ludovic, le Gilles français. Il faut savoir qu'à l'époque, Keith Haring avait un ami à New York qui connaissait depuis peu de temps aussi. Je pense à Gilles Vasquez, qui est Gérard maintenant Schröder, le qui ne président de la donne pas Fondation. de titre à ses tableaux. Et on avait vraiment, enfin lui en tout cas, nous mettait sur le même niveau dans le sens où on était. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Ses amis. Est-ce que vous mettez un titre? D'une part, complètement désintéressé et en plus avec aucune relation intime, si on peut parler de rapport à l'entropie homosexuelle ou des choses comme ça. Et du coup, quand il me cite dans le livre, ça je l'ai découvert récemment, il parle de moi comme son nouvel ami et le Gilles français. Donc, en sachant que Gilles c'était quand même la personne la plus proche de Keith à cette époque. J'ai beaucoup de fois de sentir combien je comptais pour lui, ce qui n'était pas évident parce que c'était un super pote, on se voyait tout le temps quand il était à Paris, mais on parle d'une période de à peine 6 mois juste avant qu'il devienne très malade et que malheureusement nous quitte. Ça lui donne une explication au tableau qu'on n'avait pas pensé. Tout à fait, justement, c'est ce qui nous. Alors j'ai envie de vous poser une petite question. C'est qu'on en parlait beaucoup. Vous approchez les 80 ans. C'est quelque chose qui vivait comme une. Vous avez vécu entre Barcelone, Paris, Angleterre aussi, je crois les enfants d'Antera aussi. Racontez-moi votre rapport à Paris. On ne connaissait pas. Et la peinture à Paris, parce que finalement vous êtes tous les peintres dont on a parlé tout à l'heure ont comme point commun d'un acte d'amour entre guillemets de s'être exilé à Paris finalement. Il y a eu une énorme j'ai fait mes 20 ans, hécatombe j'ai fait mes 20 ans à Paris, principalement dans la communauté homosexuelle, mais pas que. Et du coup, c'était vraiment j'ai travaillé dans un cabinet difficile à vivre et à accepter quelqu'un d'aussi jeune qui se retrouve face à la mort, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas du tout de remède, il n'y a pas du tout. Voilà, il n'y a rien. On est sûr quand on commence à tomber malade, à avoir des symptômes, on est sûr que ça ne va pas durer longtemps, etc. Donc c'est vrai que Keith à l'époque a déjà des taches qui apparaissent sur le corps, donc c'est déjà la maladie qui se déclare, c'est pas seulement le fait d'être séropositif. Et c'est à ce moment-là où on a eu des discussions interminables là-dessus, et c'était difficile de le rassurer évidemment parce qu'il n'y avait rien pas du tout d'issue. Par contre, j'étais vraiment fasciné par le fait que c'était un bosseur qu'il était conscient qu'il allait partir bientôt et qu'il voulait absolument c'était quelqu'un tellement d'altruiste et qui donnait, qui aimait donner pour les associations.
particulièrement pour la santé et les enfants, et pour la recherche pour le sida. Il savait qu'il allait partir, donc il s'est attelé à la tâche et il faisait que peindre un maximum. Et voilà, après la fondation qu'il a créée, c'est aussi pour ça, qu'il continue à vivre après sa disparition. C'est ce qui l'a rendu un peu immortel. Il en parlait beaucoup. Il aimait quand il était en France, il l'écrit quelque part d'ailleurs, il se sentait immortel, il aimait la vie en Europe, mais particulièrement en France, il aimait la vie ici, il aimait beaucoup être ici ou à et c'est vrai que à travers l'art, à travers son art, aujourd'hui, 35 ans ou un peu plus de 35 ans plus tard, il est toujours vivant. J'ai croisé hier dans un supermarché une dame avec un t-shirt de Sarine. Je suis obligé de l'arrêter à chaque fois et de dire, de demander si elle connaît et tout ça. Elles connaissent pas forcément très bien, mais en tout cas ils ont encore, et puis ils savent un petit peu que c'était un artiste, etc. Et c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient que l'art soit accessible avec accessible pas forcément un second $1 million pour payer un tableau. La place publique. Voilà. Et il le faisait à l'époque c'est pour ça qu'il avait créé la boutique à New York, donc le Pop Shop à New York. Très bien. Alors j'aimerais finir par une phrase de Sarah Moon. Et aujourd'hui, le Pop Shop est fermé depuis quelques années. Calme, mais c'est encore mieux aujourd'hui par rapport à le fait qu'il y a Internet où les grandes marques comme Zara, ou je ne vais pas toutes les citer, mais H&M et autres, ou Ikea, qui produisent aujourd'hui de temps en temps des produits avec des dessins ou des choses qui s'arrivent. Et donc ça permet, l'année dernière, quelqu'un a offert un pyjama à une petite qui a 5 ans, et quelqu'un qui ne savait pas, qui ne connaissait pas mon histoire avec qui, a offert un pyjama avec des dessins de Kisaring à ma fille. Donc ça me touche à un point qui est difficile à expliquer, parce que je me souviens des conversations qu'on avait. Et je me dis que je lui dis là-haut que c'est bien goupillé et c'est exactement ce qu'il voulait. C'est qu'aujourd'hui on en parle encore et que les gens aient encore accès à son art. Alors, et après il y a le rapport, surtout le rapport avec les gens. Il y a un rencontre de nouveau. Voisin, quelque chose qu'on comprend. On y reviendra dans quelques instants. Juste avant, peut-être, c'est ça la folie, c'est ce qui se cache derrière les espaces. Vous l'avez vu en création. C'est le plus lointain. Puisque merci. Donc on vous retrouve une des fois où il était à Paris. Mars. Il avait une commande, c'était un dessin qui est connu aussi maintenant, sous le commissariat énorme, qui était merci, qui devait être sur un ballon dirigeable autour de la Tour Eiffel pour un événement. Finalement, pour des raisons politiques, l'événement n'a pas eu lieu, mais le tableau, enfin, on peut pas appeler ça un tableau, mais sur une énorme bâche a été peint. Et du coup, il m'avait appelé pour peindre avec lui. Il savait que ça allait être des traits de au moins 50 cm de large, et il m'a dit, Ludo, il faut que tu viennes avec moi, je vais peindre le tour, et toi tu vas remplir, sinon j'y arriverai jamais. Donc j'étais allé, il y avait un lieu qui était dans le 13e arrondissement, c'est l'avenue d'Italie, je crois, l'avenue principale, il y avait un ancien garage Renault qui était désaffecté, je pense qu'il était quelque chose qui allait être démoli par la suite, il y avait déjà plus rien dedans, et je pense que c'est l'organisateur de cet événement qui avait donc réservé cet endroit. Et nous étions au premier ou au deuxième étage, et au-dessus il y avait un peintre russe qui est toujours vivant, Eric Boulatov, très gentil, un homme très gentil et très talentueux. Et du coup on était là-bas, on passait des journées là-bas à peindre ce ballon dirigeable. Je suis allé 3-4 jours de suite, et on a eu quand même une bonne surprise, c'est que l'organisateur avait fait venir 2-3 jeunes des Beaux-Arts. Donc il y avait des jeunes qui étaient absolument ravis d'être là, qui nous aidaient quand même à peindre. Et du coup, c'est vrai que c'est pas seulement que je l'ai vu à l'œuvre, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Je faisais pas de peinture à l'époque, mais c'était assez amusant. Et d'ailleurs, il m'a offert après, il avait acheté je sais pas comment on dit en français, des overall, des combinaisons en papier pour les peintres de bâtiments, pour pas qu'on salisse les vêtements. Et du coup, il m'avait fait un dessin, évidemment signé. Sur la combinaison, et je l'ai toujours puisque je l'ai offert à l'époque à un de mes meilleurs amis, Alain Lévy, et qui a eu la gentillesse de le garder jusqu'aujourd'hui. Ça fait 35 ans et c'est encadré chez lui, donc très beau voilà, cadeau. Très beau cadeau. Oui. Alors justement, l'ombre de Kifaring est au-dessus de nous par l'entremise d'un artiste qui s'appelle Phil Bonan.
Bonjour Philippe Bonan, nous sommes à la galerie 389 où vous exposez. Mais j'aimerais d'abord revenir, Ludovic, sur comment finalement cette rencontre va avoir lieu entre vous, Keith Haring, et Philippe Bonan Alors moi j'habitais Bastille à l'époque et j'avais un voisin, on était au 2e étage, je crois, rue de Côte. Et j'ai un voisin qui venait taper chez moi de temps en temps. Il faudrait lui demander à lui pourquoi. Il s'appelait Philippe Bonan. Il s'appelait Philippe Bonan, voilà. Et en fait, il vous dira pourquoi je vais avoir... Il y avait des très jolis mannequins chez vous, c'est ça? Ah, bah alors, il y en a un qui est au courant. J'avais la décence de pas le mentionner. Et il venait souvent chez moi et un jour, enfin, tout au début, je pense, une des premières fois où il est venu chez moi, il m'a dit qu'il était photographe et il m'a montré son travail. Et effectivement, à l'époque, je faisais un peu de photos, mais surtout j'aime la photo. Et j'ai remarqué qu'il avait un œil particulièrement aguerri. Il faisait des très belles photos, particulièrement des photos d'artistes. Je crois qu'il faisait pratiquement que ça. Il y avait une ou deux filles, mais c'est surtout des photos d'artistes. Entre autres, César, déjà des artistes connus à l'époque. Mais surtout, il avait une façon de les prendre où on pouvait voir qu'il photographiait l'âme des gens et pas une enveloppe. Donc il avait ce rapport avec, alors qu'il avait 19 ou 20 ans. Et du coup, je lui ai dit, quand Keith est venu me voir à Paris, je lui ai dit, je vais te faire un beau cadeau. Je vais t'emmener photographier un de mes meilleurs amis qui est artiste. Et quand je lui ai dit non, évidemment, il ne connaissait pas parce que il faut dire qu'en 89, tout le monde ne connaissait pas Keith Haring à Paris. Et donc Philippe est venu, il m'a fait confiance, je crois qu'il a eu raison. Il est venu avec moi et je l'ai emmené à l'entrepôt justement, l'ancien garage Renault. Où on faisait le fameux ballon dirigeable et évidemment j'avais demandé à Keith avant si je pouvais emmener un jeune photographe qui avait beaucoup de talent. Il m'a dit avec plaisir. Et j'avais une boîte de photos que je lui avais montré. Ouais, après tu l'as montré là-bas, mais moi t'avais déjà l'accord. Donc Keith m'avait dit ok et voilà, on a passé 1 heure ou 2, je sais plus, j'ai plus trop souvenir. Et Philippe a fait des très belles photos de Keith à ce moment-là et il a vu plus tard que je lui avais pas menti.